Chapitre 6. Cette nuit, Antime eut un songe. On frappait à la petite porte de sa chambre, non point à la porte du couloir, ni à celle de la chambre voisine. On frappait à une autre porte, une porte dont, à l'état de veille, il ne s'était pas jusqu'alors avisé, et qui donnait droit sur la rue. C'est là ce qui fit qu'il eut peur. Et d'abord, pour toute réponse, se tint quoi. Une demi-clarté lui permettait de distinguer les menus objets dans sa chambre. Une douce et douteuse clarté, pareille à celle qu'eût répandue une veilleuse. Pourtant, aucune flamme ne veillait. Comme il cherchait à s'expliquer d'où provenait cette lumière, on heurta une seconde fois. « Qu'est-ce que vous voulez » cria-t-il d'une voix tremblante. À la troisième fois, une extraordinaire mollesse l'engourdit, une mollesse telle que tout sentiment de peur s'y fondit, ce qu'il appelait plus tard une tendresse résignée. Soudain, il sentit à la fois qu'il était sans résistance et que la porte allait céder. Elle s'ouvrit sans bruit, et durant un instant, il ne vit qu'une obscure embrasure, mais où, comme dans une niche, voici que la Sainte Vierge apparut. C'était une courte forme blanche, qu'il prit d'abord pour sa petite nièce Julie, telle qu'il venait de la laisser, les pieds nus dépassant un peu de sa chemise. Mais un instant après, il reconnut celle qui l'avait offensée. Je veux dire qu'elle avait l'aspect de la statue du carrefour, et même il distingua la blessure de l'avant-bras droit. Pourtant, le mâle visage était plus beau, plus souriant encore que de coutume. Sans qu'il la vît précisément marcher, elle avança vers lui comme en glissant, et quand elle fut tout contre son chevet, « Crois-tu donc, toi qui m'as blessé, lui dit-elle, que j'ai besoin de ma main pour te guérir ?» Et cependant, elle levait sur lui sa manche vide. Il lui semblait à présent que cette étrange clarté émanait d'elle. Mais quand la tige de métal entra tout à coup dans son flanc, une atroce douleur le perça, et il s'éveilla dans le noir. Antime resta peut-être un quart d'heure avant de reprendre ses sens. Il sentait par tout le corps une sorte de torpeur étrange, d'hébétude, puis un fourmillement presque agréable, de sorte que la douleur aiguë à son flanc, il doutait maintenant s'il l'avait vraiment éprouvée. Il ne comprenait plus où commençait, où s'arrêtait son rêve, ni si maintenant il veillait, ni s'il avait rêvé tout à l'heure. Il se palpa, se pinça, se vérifia, sortit un bras du lit, et enfin gratta une allumette. Véronique, à ses côtés, dormait, la face tournée vers le mur. Alors, débordant les draps et rejetant les couvertures, il se laissa glisser jusqu'à reposer la pointe des pieds nus sur ses pantoufles. La béquille était là, dressée contre la table de nuit. Sans la prendre, il se souleva sur les mains, repoussant le lit en arrière, puis enfonça ses pieds dans le cuir, puis se dressa tout droit sur ses jambes, puis, incertain encore, un bras étendu en avant, l'autre en arrière, il fit un pas, 2 pas le long du lit, 3 pas, puis à travers la chambre. Sainte Vierge, était-il... Sans bruit, il enfila ses culottes, repassa son gilet, sa veste. « Arrête, ô ma plume imprudente, où palpite déjà l'aile d'une âme qui se délivre, qu'importe l'agitation malhabile d'un corps paralysé qui guérit. » Lorsqu'un quart d'heure après, Véronique, avertie par je ne sais quel pressentiment, s'éveilla, elle s'inquiéta d'abord de ne plus sentir Antime auprès d'elle. Elle s'inquiéta plus encore lorsque, ayant gratté une allumette, elle aperçut au chevet du lit la béquille, compagne obligée de l'infirme. L'allumette acheva de se consumer entre ses doigts, car Antime, en sortant, avait emporté la bougie. Véronique, à tâtons, se vêtit sommairement, puis, quittant la pièce à son tour, fut aussitôt guidée par le fil de lumière qui glissait sous la porte du galetas. « Antime ? Es-tu là, mon ami ?» Pas de réponse. Cependant, Véronique, aux écoutes, percevait un bruit singulier. Avec angoisse, alors, elle poussa la porte. Ce qu'elle vit la cloua sur le seuil. Son Antime était là, en face d'elle. Il n'était assis ni debout. Le sommet de sa tête, à hauteur de la table, recevait en plein la lumière de la bougie qu'il avait posée sur le bord. Antime le savant, l'athée, celui dont le jarret perclus, non plus que la volonté insoumise, depuis des ans n'avait jamais fléchi,
car il est à remarquer combien chez lui l'esprit allait de pair avec le corps, Antime était agenouillé. Il était à genoux, Antime. Il tenait à deux mains un petit débris de stuc qu'il trempait de larmes, qu'il couvrait de frénétiques baisers. Il ne se dérangea pas d'abord, et Véronique, devant ce mystère, interdite, n'osant ni reculer ni entrer, déjà pensait à s'agenouiller elle-même, sur le seuil en face de son mari, quand celui-ci, se relevant sans effort, ô miracle, marcha vers elle d'un pas sûr, et la saisissant à plein bras, « Désormais, lui dit-il en la pressant contre son cœur et le visage penché vers elle, « désormais, mon ami, c'est avec moi que tu prieras. »